Bien, chers collègues, mesdames et messieurs, nous allons ouvrir nos travaux de cette matinée. Je remercie donc à nouveau Christian Estrosi pour son accueil magnifique. La soirée d'hier a été impressionnante. Nos travaux de cette matinée vont se dérouler autour de 3 tables rondes. La première, donc, sur les enjeux et les leviers financiers des communautés urbaines. C'est Jean-Claude Boulard qui introduira cette séquence, en particulier en nous parlant de la péréquation et des enjeux qu'elle représente pour nos communautés urbaines. Jean-Claude Lagrange interviendra dans le débat. Et dans cette table ronde, nous aurons un rapport d'Eugène Caselli sur la problématique des services publics. La deuxième table ronde portera sur l'urbanisme et l'habitat après le Grenelle. C'est Gilles Rétière qui introduira cette deuxième table ronde avec André Rossineau et Michel Delbar. Enfin, nous aurons une dernière thématique autour de métropole et pôle métropolitain. Elle sera présentée par Hervé Paul et interviendront Philippe Rappeneau, Christian Estrosi et Eugène Caselli. À ce moment-là de la matinée, nous devrions aller accueillir le ministre et donc nous lui présenterons les résultats de nos travaux et nous pourrons, je pense, engager avec lui un moment de discussion, de concertation. Ensuite, nous irons inviter par la communauté urbaine de Nice à la Villa Masséna pour découvrir ce beau lieu et la belle gastronomie qui y est afférente. Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, bonne matinée. Si Olivier Landel veut bien faire le maître d'œuvre, nous avions, à la demande expresse de Jean-Claude Boulard, supprimé le journaliste qui animait d'habitude nos propos. Donc c'est Olivier Landel, dont on a vu hier qu'il avait des rêves cachés et peut-être des rêves d'animateur, qui va animer cette matinée. Voilà, merci. Merci. Merci, Président. Bien. Eh bien, écoutez, on va sans plus attendre commencer. Je vais demander à Jean-Claude Boulard de bien vouloir nous dire qu'est-ce qu'il ressort de l'atelier finance qu'il animait hier, et peut-être un petit mot sur ce débat. Installez-vous. Ah bon ? Voilà. Alors, juste une petite précision. Comme table ronde, c'est quand même pas mal. Avant de démarrer, bon. Donc alors, chacune des séquences sera également illustrée par des petites interviews qui ont été faites d'un certain nombre de nos présidents, qui pour la majorité d'entre eux sont cependant présents ici au premier rang et qui pourront intervenir pour compléter leur propos. C'est l'aspect Festival de Cannes à Nice, les petits films, c'est bien. Hein. Donc le maire est très sensible, traduction de cet aspect Festival de Cannes à Nice. Bien, merci. D'abord, merci à celles et à ceux qui ont participé très activement à l'atelier finance hier. La salle était pleine. Alors, pour le résumer, on va peut-être faire des commentaires de tableau qui sont dans vos dossiers. Et puis après, voir est-ce qu'on peut, sur la base des commentaires de tableau, tracer ensemble quelques perspectives, quelques idées, quelques positions en préparation du débat au Sénat, puisqu'il y a encore un certain nombre de choses qui peuvent être ajustées dans les jours qui viennent. Le premier tableau, je voudrais commencer par un élément plutôt positif, qui est la dernière ligne, celle qui est là-bas, qui illustre une bataille que nous avons menée il y a 2 ans, ce qui montre qu'on peut quelquefois réussir des batailles, qui s'est appelée la sanctuarisation des dotations communautaires. Et on voit en dessous ce qui a été l'intérêt de cette bataille, puisqu'on a évité de perdre 20 millions d'euros grâce à la sanctuarisation
de nos dotations. Malheureusement, après avoir salué ce succès commun, il faut saluer un certain nombre de difficultés qui nous attendent dans le cadre de la péréquation horizontale. On n'est pas encore dans le deuxième sujet sur la péréquation verticale. La première colonne, pour les villes-centres, vous donne les prélèvements qui seront réalisés au titre du financement des péréquations verticales, puisque dans le cadre du gel des dotations de l'État, comme il faut prendre sur des enveloppes en reconduction les péréquations, ça aboutit à une réduction notamment des dotations de compensation et notamment des dotations de compensation des différentes réformes de la taxe professionnelle. En première ligne, sur effectivement la dotation de garantie communale. Sur ce point, il reste un amendement possible. En première lecture, Carrez avait envisagé de stratifier le prélèvement qui est fait au titre de cette dotation, c'est-à-dire de l'indexer sur la démographie. Il y a renoncé. Il serait intéressant pour l'ensemble du monde urbain de porter un amendement de restratification de la dotation du prélèvement au titre de la dotation de garantie. Pour le reste, après, vous avez pour les intercos, c'est-à-dire les communautés urbaines, les deux prélèvements au titre des compensations, pour l'essentiel, des différentes réformes de taxes professionnelles. Donc vous voyez, au total, les montants très, très importants, c'est 36 millions. Chacun va regarder sa ligne avec soulagement ou avec inquiétude, mais tout le monde est touché. Tous n'en mourraient pas, mais tous étaient frappés. Et le total de tout cela, c'est quand même 36 millions d'euros prélevés et pas forcément répartis totalement au profit d'espaces urbains. Voilà le premier tableau, les effets des péréquations horizontales, avant de parler de la nouvelle péréquation. Et l'intérêt qu'il y a de porter un amendement de stratification pour la dotation de garantie communale. Voilà le deuxième tableau. Il faut qu'il remonte sur scène. Oh. Oui, oui. C'est pas facile à faire remonter sur scène. Quand il est sur scène, il n'est pas facile à faire descendre. Mais alors, le deuxième tableau est très intéressant, c'est un graphique. En bleu, je vois dans le bon sens, oui. En bleu, les prélèvements. En violet, les reversements. Vous voyez très simplement le transfert des espaces urbains au-dessus de 10 000, entre parenthèses, cette fois-ci, au-dessus de 20 000, où vous avez, au-dessus de 20 000 habitants, des prélèvements qui sont supérieurs au reversement. Donc vous avez, alors on le voit au-dessus de 100 000, au-dessus de 100 000, entre 50 et 100 000 et au-dessus de 20 000. Et donc, ça, c'est l'effet de la deuxième péréquation dite horizontale. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les communautés urbaines qui sont touchées. Elles sont touchées dans la strate plus de 100 000, plus de 200 000. Mais beaucoup de petites villes sont touchées. Par exemple, le parabole de Saint-Flour, le rapporteur de la loi au Sénat, maire de Saint-Flour, est touché. Moi, je n'avais pas dans mes références que Saint-Flour était une ville riche. Et on pourrait en citer d'autres. Donc, veillons pour critiquer et ajuster les dispositifs, à établir des solidarités qui ne soient pas seulement une bataille des gros contre les petits. Ça serait absurde. Cette bataille serait perdue. Mais de montrer qu'en vérité, il y a des injustices qui touchent aussi des espaces urbains plus faibles que les autres. En tout cas, illustration de ce transfert, de cette péréquation horizontale, de ce transfert vers, effectivement, les espaces de moins de 20 000 habitants. Tableau suivant. Alors là, voilà les résultats pour les communautés urbaines. Avec des perdants et des gagnants, bien sûr, et la nécessité de cheminer pour corriger en restant unis. Surtout, ne pas faire ce qu'on fait souvent en tant qu'élu, en fonction du résultat d'un exercice, on est pour, on est contre. D'essayer, et c'est la proposition que je ferai tout à l'heure, de voir comment on peut tracer un chemin entre nous, bien que pour la péréquation horizontale, il y ait des perdants et des gagnants.
Alors, pourquoi il faut l'ajuster? En quoi doit-elle être corrigée? Je peux peut-être passer le dernier document. Voilà. Une des premières aberrations de la péréquation horizontale, c'est que des communes DSU, en fait 128 communes DSU, de ce qu'on appelle la liste cible des 250 premières, donc plus de la moitié des communes DSU ne bénéficieront pas de la péréquation horizontale. Et parmi ces communes DSU, vous avez la liste de celles qui sont membres de communautés urbaines prélevées, qui elles-mêmes seront prélevées. Donc un dispositif qui écarte de la péréquation la moitié des communes DSU de la liste dite DSU cible, des 250 premières de la péréquation horizontale, comporte à l'évidence un dysfonctionnement. Car pour ces communes, ça sera la triple pénalité. On n'est pas bénéficiaire de la péréquation horizontale. On va être prélevé, sauf si l'intercommunalité conserve à son niveau ce qu'elle peut faire par un vote à l'unanimité, le prélèvement. Et puis, son intercommunalité, en l'espèce la communauté urbaine, verra ses marges de solidarité au profit de ces communes pauvres réduites. C'est le premier dysfonctionnement de cette péréquation horizontale. Alors, il y en a un second qu'on n'a pas illustré sur ce tableau, c'est que quand on regarde les perdants et les gagnants sur l'ensemble du territoire, on s'aperçoit qu'on prélève sur des territoires dont la richesse est en dessous de la moyenne, au profit de territoires dont l'effort fiscal est en dessous de la moyenne, ce qui est de la péréquation à l'envers. Et donc remettre la péréquation à l'endroit sera un enjeu des débats qui viennent. Voilà les données de cette péréquation horizontale supplémentaire et les deux critiques majeures qu'il faut lui faire. Elle écarte la moitié des communes DSU et elle provoque un transfert tout à fait étonnant de territoires moins riches que la moyenne au profit de territoires faisant un effort fiscal inférieur à la moyenne. C'est de l'anti-péréquation d'une certaine manière. À partir de là, on a essayé ensemble de dégager quelques pistes, quelques propositions pour le débat qui va se produire au Sénat à partir de la semaine prochaine, qui du reste se résume dans une partie de la motion finale de l'ensemble des communautés urbaines sur la péréquation. Et le mieux est peut-être que je lise les 3 paragraphes qui ont été rédigés avec l'accord des présidents et qui sont les propositions, et qui comportent les propositions d'action et d'intervention que l'on pourrait faire ensemble dans les jours qui viennent, objet du débat qui va suivre mon intervention, pour vérifier entre nous que bien qu'il y ait des perdants et des gagnants, nous sommes capables de nous rassembler sur un certain nombre de propositions. Voilà le texte qui a été élaboré en accord avec les présidents. En raison de l'importance de leurs compétences, les communautés urbaines constituent un échelon essentiel de péréquation territoriale de proximité. En conséquence, tout nouveau prélèvement sur les communautés urbaines, fondé sur un dispositif national, a pour premier effet de réduire leur capacité péréquatrice en faveur de leurs territoires pauvres et des petites communes qu'elles intègrent. S'agissant du nouveau dispositif péréquateur dit horizontal, les communautés urbaines constatent son injustice et ses incohérences consistant à prélever sur des territoires dont la richesse financière est inférieure à la moyenne au profit de territoires dont l'effort fiscal est inférieur à la moyenne, à écarter de son bénéfice 128 communes DSU, soit la moitié de la liste DSU cible, et à transférer des ressources au détriment des espaces urbains. S'il n'est pas possible, bien que souhaitable, de différer l'application du dispositif, souhaitable,
mais peut-être pas possible, nous le verrons dans les débats, afin de l'améliorer. Parce que, je le dis, le jour où ce dispositif sera adopté, il deviendra intouchable. Il y aura une rigidité. Donc ce qui va être voté pour longtemps. L'idée qu'on pourrait corriger après le vote, puisqu'il y aura à ce moment-là des bénéficiaires et des perdants, toutes les données de la rigidité seront en place. Donc, s'il n'est pas possible, bien que souhaitable, de différer l'application du dispositif afin de l'améliorer, il est indispensable d'en corriger les injustices en introduisant notamment, alors ce n'est pas limitatif, les 3 propositions qui vous sont faites, en introduisant notamment plus fortement le critère de l'effort fiscal, en prenant en compte les charges de centralité et le logement social, et en étalant plus fortement dans le temps la mise en place du dispositif. Voilà, je crois avoir à la fois résumé les travaux, commenté sur des tableaux de chiffres. Pour ce qui est du dispositif lui-même, dans le dossier qui vous a été remis, je n'ai pas décrit le dispositif, il est dans votre dossier, qui vous explique pourquoi et par quelle technique on est arrivé là. Mais je crois que maintenant peut-être avoir un échange pour voir si sur les propositions qui sont sur la table, on est rassemblés afin d'alimenter le débat au Sénat. Pour vous rassurer sur des possibilités, j'évoquerai ce que j'appelle la parabole de Saint-Flour. Vous n'imaginiez pas que Saint-Flour était une ville riche. Saint-Flour, le sénateur de Saint-Flour, maire, est le rapporteur au Sénat de la loi de péréquation horizontale. Il est prélevé. Il est donc sensible. Beaucoup de petites villes, il m'a semblé que d'autres petites villes ou villes moyennes étaient également touchées. Le président de l'AMF assume les prélèvements sur l'Aulne-Saunier. Donc ce n'est pas une opposition. Ça, si on arrive à faire comprendre que ce n'est pas une opposition entre les gros et les petits, que des petits sont touchés et que par ailleurs, ceux qu'on appelle les gros, c'est-à-dire nous, on intègre des petits et on est solidaire à l'égard de petites communes pauvres de nos territoires, on a une chance de faire cheminer les correctifs des injustices si on ne veut pas écarter la loi elle-même. Merci. Peut-être passe-t-on maintenant au débat. Merci. Merci, Président. Bon, je crois que les choses ont été très clairement posées. Même si cette année, ce n'est pas un journaliste qui procède à l'animation, je vais quand même être obligé d'être le gardien du temps, et nous avons déjà, comme d'habitude, beaucoup de retard au démarrage. Donc je vais vous demander d'avoir des questions concises et des réponses concises avant que nous passions à la séquence suivante. Peut-être déjà parmi nos présidents. Je salue le président Jacques Pélissard, président de l'Association des maires de France, qui nous a rejoints. Je sais qu'il est sensible à ce sujet de la péréquation. Michel Destot nous rejoindra tout à l'heure. Je vois que Pierre Cohen lève la main au premier rang pour passer le micro. Là. Merci. Comme on a un travail sur la politique de la ville avec ville et banlieue, je crois qu'on est à peu près au clair. Tu as été très explicite par rapport à la façon dont on peut parler d'une nouvelle façon de répartir horizontalement, en particulier dans les intercommunalités, et je crois qu'on est tous favorables. Mais je dirais, la petite difficulté pour converger totalement avec ville et banlieue, c'est la péréquation avec les villes parisiennes qui ont énormément de logements sociaux. Alors, comme je ne suis pas du tout au fait, comment ça se passe par rapport à ces villes ? Il y a d'abord, ça marche ? Je sais pas, oui. Il y a d'abord un fonds régional de péréquation, avec des villes isolées, riches, dont une qui est membre de notre association des grandes villes, qui est Paris, qui est un des gros contributeurs au fonds régional. Le défaut de l'interco de région parisienne, c'est qu'il n'y a pas une bonne intégration entre les riches et les pauvres. Et donc ce que nous appelons, nous, en province, la péréquation de proximité, avec nos banlieues, avec nos petites communes, avec nos communes pauvres, c'est pas pratiqué en région parisienne. C'est une des difficultés de l'exercice. Plus on développera des intercos mélangeant les riches et les pauvres en région parisienne, moins on aura besoin de prélever sur la province pour régler des problèmes, effectivement, de déséquilibre majeur au niveau de la région parisienne. On paye très souvent, à travers le prélèvement sur le reste du territoire, des dysfonctionnements, des solidarités territoriales. Par exemple, à Clichy ou à Sarcelles, le maire de Sarcelles me dit souvent, si Roissy en France
était avec nous, j'aurais pas besoin de la péréquation horizontale, pour illustrer très simplement le propos. Et donc, si on met en avant l'aspect péréquateur des intercommunalités, pas seulement les communautés urbaines, et ça, il y a un chemin en disant, redonnons la priorité aux politiques péréquatrices qui sont les vôtres sur les territoires, en fléchant directement, parce qu'on va finir par avoir un jeu à somme nulle. Ce qu'on nous prend d'un côté pour alimenter la DSU va finir par être supérieur au montant de l'alimentation des DSU. Et sur la péréquation horizontale, c'est encore plus net. Donc, essayons de plaider pour le circuit court. Le circuit court, c'est d'affecter des ressources. Si on identifie une communauté urbaine qui a des moyens, eh bien, demandons-lui de renforcer encore sa solidarité à l'égard de ces territoires à travers, on parle beaucoup en développement durable des circuits courts. C'est pas le moindre des paradoxes. C'est-à-dire, en matière de finances, on monte des circuits longs, nationaux, compliqués, et peu maîtrisés et peu clairs. Plaidons, comme pour le développement durable, pour les circuits courts de solidarité territoriale. Je crois que c'est un des chemins pour avancer. Peut-être une dernière question sur cette séquence. Est-ce qu'il y a un accord? Est-ce qu'il y a un accord? Il faut voir s'il y a un accord. Michel Delbar, pour défendre ensemble les propositions d'ajustement qui sont sur la table. Bien, moi, pour dire que je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Claude Boulard, puisque pour une fois j'ai compris, donc plutôt tendance à exprimer mon accord. Simplement pour, et c'est un des problèmes dans la discussion sur les réformes en termes de finances locales, on est toujours en train de débattre de la dernière annonce qu'on nous fait, en oubliant un peu ce qui s'est passé avant-hier, quoi. Je rappelle qu'on sort de la réforme de la taxe professionnelle. Et que pour un certain nombre d'entre nous, cette réforme de la taxe professionnelle n'est pas neutre, et elle s'est déjà traduite, pour ce qui est le cas de la communauté urbaine que j'anime, par une diminution de capacité de façon très significative, puisque c'est à peu près 10 à 12 millions d'euros, quoi. On nous amène maintenant la péréquation, et je rappelle que dans une conversation avec Gilles Carrez, qui joue un rôle à l'Assemblée comme rapporteur général, et puis à la Commission des finances locales, il avait admis que pour les agglomérations fortement mises en cause par la réforme de la taxe professionnelle, la péréquation avait un peu l'image de la double peine. C'est-à-dire, c'est encore les mêmes chez qui on va venir chercher des ressources. Dans le cas qui me concerne le plus directement, dont vous avez le droit de vous foutre d'ailleurs, hein, mais moi je ne suis pas là pour m'en foutre, je suis là pour témoigner du problème que ça pose, c'est encore un peu plus de 3 millions d'euros qui vont être perçus au titre de la péréquation, nonobstant ce qu'on fait déjà, Jean-Claude l'a rappelé, comme péréquation dans notre secteur, hein. Et cet effet de la péréquation sur des agglomérations comme les nôtres, ça veut dire que ça va reprendre de la main gauche les 2/3 de la dotation de solidarité urbaine dont on bénéficie. Je veux dire, on est complètement à l'envers de ce qu'est la cohérence de politique en matière fiscale dans nos agglomérations. Donc moi je rejoins ce que dit Jean-Claude, tout en insistant sur le fait que n'oublions pas l'étape réforme de la taxe professionnelle qui nous a déjà mis en cause en partie et qui va se trouver accentuée par la péréquation. Ça doit servir à aider à la prise de conscience. C'est pourquoi je souscris, si on obtenait ou si on pouvait obtenir que l'on diffère un peu les éléments de mise en œuvre de la péréquation, ça permettrait peut-être de réfléchir un peu mieux. C'est vrai que l'argument qui consiste à dire absorbons d'abord. On se télescope plusieurs réformes de suite. Absorbons d'abord les effets de la réforme de l'ATP. Ça aurait été la première idée raisonnable. Il n'y avait pas urgence à faire une péréquation supplémentaire. Deuxièmement, il y a un piège, je ne l'ai pas signalé dans ce dispositif. Et vous verrez pour l'avenir. Dès lors qu'il n'est pas alimenté par une ressource nationale. Non pas l'État n'a plus d'argent, aujourd'hui comme demain. Mais on aurait pu imaginer que la moitié de ce fonds
soit alimenté par un ajustement des dégrèvements excessifs en matière d'impôts économiques. Tout le monde admet que l'allègement de l'ATP a été au-delà du raisonnable, y compris sur les BNC. On voit très bien un fonds qui aurait été alimenté pour moitié par un réexamen des dégrèvements en matière d'impôts économiques aurait été moins dangereux dans l'avenir. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Je vous l'ai dit. Quels que soient ceux qui animeront l'État, à chaque fois que les collectivités viendront voir l'État sur le thème « Il y a parmi nous des pauvres », l'État répondra « Augmenter la péréquation ». C'est un piège qui est en train de tomber sur nous. Et je le dis, ce n'est pas un débat aujourd'hui entre l'État et nous, c'est un débat au sein des élus. Il y a des péréquateurs de principe qui n'ont pas toujours mesuré les conséquences d'un discours. Et avant que le piège ne se referme, et vous verrez, il sera très, très dur à lever, je crois qu'il faut faire cheminer un certain nombre des idées qui nous rassemblent, peut-être pour différer si c'est encore temps, mais il est toujours temps d'éviter une erreur et corriger si on a le sentiment de ne pas pouvoir différer. Un dernier mot. Vraiment, on a voulu que vous ayez dans vos dossiers tous les éléments du débat. Et il vous appartient, dans les jours qui viennent, de contacter vos parlementaires. Moi, j'étais très frappé. Les sénateurs, les députés du monde urbain doivent être plus présents dans les débats dans cette phase-là. On est déjà assez minoritaire, mais si en plus on n'est pas très présent, ceux qui essayent d'éviter qu'il y a trop de prélèvements ont beaucoup de mal à faire passer. Donc vraiment, dans les jours qui viennent, il faut absolument mobiliser les sénateurs pour essayer de faire passer les idées sur lesquelles j'ai cru comprendre on se rassemblait et qui sont précisées et étayées dans vos deux camps. Merci en tout cas pour ce débat. Merci Jean-Claude Boulard. Bon, nous savons que en tout cas les sénateurs parmi nos présidents sont déjà mobilisés pour défendre des amendements préparés par Jean-Claude Boulard au sein de la commission que nous partageons avec l'Association des maires de grandes villes de France. Et je veux notamment les remercier pour tout le travail qu'ils font pour soutenir ensemble ces combats. On va passer un petit film maintenant. François Cuyandre, au-delà des difficultés financières qui s'annoncent, va nous expliquer comment, sur le territoire de Brest Métropole Océane, eh bien, on cherche à trouver des solutions un petit peu innovantes pour, malgré tout, continuer à pouvoir agir pour le développement économique du territoire. François Cuyandre. L'agglomération brestoise a une histoire très ancienne de coopération intercommunale. Notre communauté urbaine a été créée en 1973, en dehors de toute obligation légale. Nous avons été une des premières communautés urbaines créées dans ce cadre. Nous avons aujourd'hui une communauté urbaine très intégrée, sans doute la plus intégrée de France. Deux exemples, sur le domaine public, nous avons une compétence qui est globale, je dirais du sous-sol jusque l'éclairage public, les arbres également, et puis en matière de personnel, nous avons une gestion unifiée du personnel entre la ville-centre, la ville de Brest et la communauté urbaine. Pourquoi cela? C'est entre autres la volonté de limiter le prélèvement public, parce que derrière les dépenses, il y a des impôts, et derrière les impôts, il y a des contribuables. Je crois qu'aujourd'hui, un des aspects des problèmes qui nous sont posés, c'est de faire en sorte que les agglomérations coopèrent entre elles pour limiter les dépenses publiques. Et là, je peux citer un exemple, c'est l'exemple de notre coopération avec Dijon. Nous avons, nos deux agglomérations, un projet de tramway avec à peu près les mêmes calendriers. Et nous avons passé, il y a maintenant près de 2 ans, un groupement de commandes commun pour acheter nos rames de tramway. Pour notre agglomération, c'est une économie d'environ 10 millions d'euros, ce qui n'est pas rien par les temps qui courent. Deuxième aspect, je crois, des choses, c'est un territoire national marqué par la compétitivité entre nos territoires. Une logique, je dirais, de grand emprunt par rapport à la logique des contrats de projet, même si ceux-ci ne vont pas disparaître.
ça oblige nos territoires à coopérer. Sur Brest, nous avons une sorte de montage en poupée russe, hein, trois coopérations qui sont en train d'être montées. La première au sein du pays de Brest, un peu moins de 400 000 habitants, avec en cœur de métier le schéma de cohérence territoriale, hein, qui correspond aux limites du pays de Brest, qui va se transformer dans les semaines qui viennent en pôle métropolitain. Une entente avec nos amis et voisins de Quimper, notamment sur le dossier important de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et enfin, je dirais sur la logique qui est celle du grand emprunt, un pôle métropolitain que nous sommes en train de créer avec nos voisins et amis de Rennes, de Nantes, Saint-Nazaire et d'Angers. Voilà quelque chose qui me paraît tout à fait cohérent. Vous avez entendu, avant qu'on passe le deuxième film, Jacques Bigot, donc une communauté urbaine historiquement très intégrée et avec de la mutualisation très forte, premier niveau. Deuxième niveau, essayer de travailler de façon innovante, là, à une commande groupée de tramway entre Dijon et Brest, il fallait y penser. Et enfin, réfléchir à une échelle plus large pour essayer d'optimiser. On va voir maintenant Jacques Bigot sur le territoire de la communauté urbaine de Strasbourg, historiquement d'ailleurs une des plus intégrées. Dès 1972, on s'est réalisé, après 7 ans de fonctionnement de la communauté urbaine, que finalement, il était plus simple d'avoir, pour la ville-centre, une administration unique qui servait à la fois pour la ville et à la fois pour la communauté urbaine. Et cela s'est constitué de manière très logique. À l'époque, le président de la communauté urbaine, maire de Strasbourg, avait proposé la même solution pour l'ensemble des communes, mais bien évidemment, les maires, et c'est toujours le cas, étaient très réticents en disant « mais nous allons perdre nos services ». Et sur des questions de détail, les communes peuvent nous prester des services. Je prends un exemple tout très concret. Un panneau de signalisation, une plaque de rue, qui sont de la compétence de la communauté urbaine, est dégradé. Le temps que l'on signale cela au service compétent et que l'intervention puisse se faire est relativement long. Alors que très concrètement, dans certaines communes, un service technique peut être immédiatement opérationnel et faire le nécessaire. Et nous sommes en train, par des conventions avec les communes, de faire en sorte que cela soit possible et que la commune ensuite facture le service à la communauté urbaine. Je pense que c'est aussi comme cela que l'on arrivera à mieux fonctionner. Moi, je souhaite aussi que les directeurs généraux des différentes communes, des 27 autres communes, celles qui n'ont pas une administration fusionnée avec la communauté urbaine, que ces directeurs généraux puissent devenir des interlocuteurs privilégiés des services et appeler directement tel service, le service propriété, le service voirie, etc., pour des interventions d'urgence, sans qu'il y ait besoin de passer par une lourdeur administrative qui rendrait les choses peu opérationnelles. Et puis, plus loin, réfléchir à des mutualisations de services. Est-ce que la communauté urbaine, je le disais, qui preste aujourd'hui le service d'instruction des permis de construire pour la majorité des communes, est-ce qu'elle peut proposer de gérer les ressources humaines de l'ensemble des communes? Ce n'est pas forcément l'intégration des personnels dans la communauté urbaine, mais c'est la mutualisation de moyens techniques. Certains pourraient même penser que, après tout, un accompagnement dans le domaine des marchés publics, un accompagnement dans le domaine de la gestion des finances pourrait être possible. On est à la disposition des communes. Je crois que c'est ça ce qui est important. Dans le même esprit de l'intégration des directeurs généraux des services des communes à la réflexion à la communauté urbaine, nous avons à côté de la conférence des maires qui se réunit une fois par mois, des réunions également au même rythme et qui d'ailleurs prépare la réunion des maires, du directeur général des services avec de la communauté urbaine et donc de la ville de Strasbourg, puisque c'est la même personne, avec l'ensemble de ses collègues directeurs généraux des communes.
Et cela permet aussi de partager toutes les préoccupations administratives que la communauté urbaine et que les communes ont. Et puis sur certains autres sujets, on peut échanger la réflexion sur la gestion des écoles de musique, etc., qui reste toujours de la compétence des communes. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour se simplifier la vie? C'est un vrai sujet aujourd'hui, se simplifier la vie. Je pense que le pôle métropolitain, pour nous, la possibilité demain, dans le cadre d'un syndicat mixte, de travailler avec l'agglomération de Mulhouse, qui est à 100 km de Strasbourg, qui constitue l'autre agglomération au sud de l'Alsace, travailler ensemble pour mutualiser des moyens sur un certain nombre de sujets. Nous allons sur des salons comme le MIPIM, le CIMI, en matière de tourisme, le salon Bedouk ou d'autres. Pourquoi pas ne pas avoir des stands communs, mais des stratégies communes, voire même être ensemble en représentation dans les pôles de compétitivité où nous avons sans doute des vocations à travailler de plus en plus ensemble. Bien, là aussi, on retrouve les mêmes mots, mutualisation, efficacité. La communauté urbaine de Strasbourg va même au-delà de ce qui se passe dans beaucoup de communautés urbaines. Elle réfléchit à travailler à l'échelle de toutes ces communes. Bon, on est vraiment dans ce mouvement-là. Je vais demander à Jean-Claude Lagrange de nous rejoindre, qui est le président de la communauté urbaine de Creusot-Monceau. Peut-être juste pour quelques réactions, comment vous-même, face à ces situations financières, je rappelle que vous êtes une communauté urbaine industrielle, donc touchée très fortement par la réforme de la taxe professionnelle. Comment ça se passe dans votre territoire et quelles sont vos marges de manœuvre demain? Bon, alors, je tiens à rassurer, la communauté de Creusot-Monceau ne concourt pas pour la palme du meilleur film. Je me contenterai du meilleur second rôle en matière de finances. Et finalement, je suis très heureux que Michel Delbar ait introduit ce qui est finalement peut-être un peu le péché originel pour nos collectivités dans une instabilité financière sur un mandat qui n'en est qu'à un début de la deuxième moitié. Parce que la taxe professionnelle pour les collectivités, effectivement, très industrielles, est peut-être encore plus en reconversion, comme c'était le cas sur le Creusot-Monceau, qui ont peut-être été même un peu vertueuses, mais finalement subissent de plein fouet d'abord cette réforme de la taxe professionnelle. Et effectivement, ce qui a été dit est juste. On aurait pu peut-être faire un peu une évaluation déjà de l'impact. Une communauté comme le Creusot, c'est très modeste, mais ça veut dire quand même que sur un mandat, on perd avec cette dynamique de la fiscalité des entreprises, et en plus un lien très fort qui est fort entre la communauté et ses entreprises, l'équivalent d'un budget d'investissement. Et une taxe professionnelle qui représentait sur un mandat ce qu'on réinvestit sur le site industriel du Creusot et de Monceau-les-Mines. Donc je crois qu'on parle beaucoup de la péréquation, c'est important. Peut-être que je dois faire un peu plus le dos rond parce que quelque part, le Creusot-Monceau va en profiter un peu, mais ça ne gomme pas l'effet négatif de la réforme de la taxe professionnelle, qui n'était pas simplement une réforme, on peut faire quand même un peu cette allusion, une réforme en temps de crise, mais qui était une réforme voulue comme telle et qui n'a pas forcément été peut-être assez mesurée. Sachant que cette taxe professionnelle, et là on revient sur la péréquation et pas seulement financière, c'était une vraie source de redistribution. Quand on a mis en place cette taxe professionnelle, on a mis des dotations de solidarité pour les communes-centres, pour les villes, pour les petites communes, et c'est vrai que n'opposons jamais les urbains et les ruraux, puisque tous nous avons un chapelet de petites communes de 3000, 2000, 500 habitants qui bénéficient de dotations spéciales. Et je crois que c'est, au-delà de la péréquation financière, c'est important de rappeler qu'effectivement, nos communautés sont redistributrices de dotations spécifiques pour des petites communes et qu'on a toujours besoin, et sont effectivement se plaindre d'une dynamique, en tout cas d'une stabilité financière qui nous permette de maintenir nos gros chantiers. Et vous pouvez peut-être nous dire un petit mot sur les coopérations que vous essayez de monter avec d'autres. C'est vrai que l'an passé, avec mon collègue Christophe Sirug, président du Grand Chalon, d'ailleurs à l'occasion des rencontres de l'AMF, on a évoqué ce qui s'appelle l'entente, c'est-à-dire effectivement travailler sans fiscalité spécifique, sans instance particulière, sur
sur un rapprochement, alors d'autres l'appellent autrement, donc sur un rapprochement sur les thématiques de transport, grandes infrastructures, aménagement autour de la gare TGV, puisque nous avons une communauté de destin en Saône-et-Loire pour affronter ces difficultés qui sont celles de, peut-être que j'en parle un peu plus que d'autres, de ces bassins industriels où en même temps, si on n'avait pas eu cette solidarité intercommunale, je connais des petites communes de 3500 qui représentaient, en termes de parc social, près de 70% de leur parc. Si on n'avait pas été communauté urbaine pour accompagner la rénovation urbaine, je pense qu'aujourd'hui, on aurait des quartiers complètement sinistrés. Voilà, donc ce qu'on disait tout à l'heure sur la solidarité, y compris avec des communes rurales ou des petites communes, trouve une illustration, quelle que soit la taille de la communauté urbaine. Je vais remercier donc Jean-Claude Lagrange et on va poursuivre sur une deuxième séquence. Voilà, pour une deuxième séquence pendant que Eugène Caselli nous rejoint, juste un petit commentaire également. Donc, sur le fait qu'on aille plus loin dans l'intégration, il y a des choses qui ont été permises dans le texte de loi, mais sur l'invention, l'innovation, les coordinations, les groupements d'achat, etc., on sent que c'est quelque chose qui va à l'avenir prospérer. Et je vais juste donner une illustration que vous connaissez tous, mais on en parlera un peu plus dans la table ronde finale. Le groupement d'achat d'argent, hein, notre centrale d'achat d'argent, l'agence de financement des collectivités locales, qui est en cours de montage, et nous avons les 3 initiateurs qui seront là tout à l'heure, Gérard Collomb, Jacques Pélissard et Michel Destot. Là aussi, c'est une forme d'innovation qui permet de grouper l'ensemble des collectivités locales pour aller acheter de l'argent au meilleur prix, au profit des investissements des collectivités locales. Donc on est dans une tendance nécessaire à l'innovation. Eugène Caselli, donc président de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, était hier le président, l'animateur d'un de nos 4 ateliers qui était consacré aux enjeux de la gestion de nos grands services publics. Et on lui a demandé, à ce titre d'animateur de cet atelier, de bien vouloir nous dire ce qu'il s'est dit hier. Bien, d'abord, l'atelier sur la gestion des services publics locaux a été studieux, il a été riche et surtout il a été constructif. Le constat initial, c'est que le développement durable à l'épreuve de la gestion des services publics urbains est devenu, au-delà d'un concept que l'on pourrait dire à la mode, une nécessité absolue et une préoccupation qui s'impose aux communautés urbaines comme un enjeu vital pour demain, c'est-à-dire une réponse globale à un problème global qui est décliné dans une série, localement, de réponses de proximité. En fait, il s'agit de mettre en œuvre des solutions au niveau local concernant les grands défis comme le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources, la préservation de la biodiversité et les changements de mode de vie de nos concitoyens en matière de déplacement, en matière de logement et en matière de consommation. Le but de l'atelier était d'une part de montrer les évolutions en cours et les problématiques qu'elles soulèvent, et d'autre part d'explorer les réponses possibles que les villes et les communautés urbaines ont mises en place ou peuvent mettre en place. Alors sur les déchets, leur gestion est en évolution, parce qu'on se pose aujourd'hui la question de la durabilité. La gestion des déchets est-elle durable? Peut-on prolonger le type de stockage actuel? Est-ce que l'incinération est un process durable? La production actuelle de déchets est-elle tenable et est-elle tolérable à terme? Sur l'eau, votre questionnement, on assiste depuis quelques années à une baisse de la consommation de l'eau par les nouvelles habitudes prises par nos concitoyens, mais les infrastructures sont très vieillissantes. De fait, les collectivités doivent surveiller leur réseau, éviter les fuites, parfois 25% de fuites dans certains réseaux, ce qui demande des investissements très lourds, qui nécessitent des planifications financières dans le temps. En gros, aujourd'hui, 20% du prix de l'eau, au moins, sert aux investissements. Les Grenelle 1 et 2 nous imposent une économie de 20% de la ressource d'ici 2020, dont la nécessité absolue, effectivement, de moderniser nos réseaux.
sur les conséquences de la loi Grenelle. C'est d'abord la mise en place des plans climat et énergie territoriaux. Alors, beaucoup de communautés urbaines et beaucoup de communautés d'agglomération n'ont pas attendu. Mais c'est un problème très difficile, car un territoire ne connaît pas la mesure de sa consommation d'énergie comme on connaît celle de l'eau, comme on connaît celle des déchets. Alors aujourd'hui, on se prépare partout à se doter d'instruments de mesure et d'action sur les émissions en matière d'énergie, mais il faut dire que le processus est assez lent. Et je dirais, heureusement, qu'il y a les territoires, parce qu'on ne peut pas en dire autant au niveau de l'action de l'État. Mais il y a aussi des perspectives européennes. Une politique urbaine durable est en création au niveau des instances européennes. Et l'on sait aujourd'hui que désormais 20% des fonds FEDER seront réservés aux énergies renouvelables. Alors au niveau des solutions, qu'a dit l'atelier? D'abord, en matière de réflexion. Aujourd'hui, le développement durable fait partie du débat citoyen. Eh bien, ce débat, il faut l'organiser, ce débat, il faut l'institutionnaliser. Et dans les communautés urbaines, on a un outil assez formidable qui sont les conseils de développement. Ces conseils de développement, ils nous aident à construire nos SCOT et ils nous aident aussi à faire des ponts avec la société civile et ils sont bien sûr un lieu de débat citoyen. Alors sur les déchets, en termes de solutions, c'est de dire que la durabilité, c'est avant tout la baisse de la production de déchets. Il faut effectuer donc un travail sur la prévention, tri à la source, compostage, recyclage. Sur le traitement, il faut privilégier le coût, l'efficacité et la valorisation. Il faut privilégier l'incinération sur la mise en décharge, mais aussi favoriser les traitements biologiques et le compost. Il faut aussi mieux informer nos populations par la production de bilans annuels, maîtriser nos coûts et aussi maîtriser notre transparence par la création d'un budget annexe. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs à la communauté urbaine depuis cette année. Sur l'eau et l'énergie, il faut se doter d'outils de contrôle et d'indicateurs de performance. L'un des conférenciers disait « Faire simple, c'est faire faux. Mais faire compliqué, c'est faire inutile. » Mais je crois qu'il a raison. Il faut se doter d'indicateurs en nombre limité, mais ces indicateurs doivent être pertinents et ils doivent être transparents. Il faut aussi se méfier de prendre le seul critère de prix, parce que le seul critère de prix, c'est réducteur. Car il faut prévoir, et on l'a vu avec les réseaux, de lourds investissements. Et il faut articuler enfin eau, assainissement, énergie et gestion des déchets dans une organisation générale de ce qu'on peut appeler la ville durable de demain. Et dans ces indicateurs, l'autorité organisatrice doit prendre en compte l'équité sociale, bien sûr en matière de prix, les prévisions d'avenir, on l'a dit, en matière d'investissement, mais aussi traduire ces priorités dans un contrat de service de type client-fournisseur avec soit sa régie, soit son délégataire dans le cas d'une DSP. Enfin, il faut se doter des outils de contrôle les plus pertinents possibles de ce contrat de service pour garder la main à tous les moments du contrat. Et dans tous les cas de figure, les collectivités doivent être maîtres à la fois du coût et de la qualité du service rendu. Alors en conclusion, on peut dire que les services publics locaux urbains doivent être sauvegardés. Ils sont un enjeu politique majeur à l'échelon local, mais aussi à l'échelle européenne. Les services urbains sont d'exceptionnels outils de solidarité et rendent des services essentiels en termes de santé publique et de confort de la vie quotidienne de nos concitoyens. Et les métropoles ont une responsabilité vis-à-vis de la population. Et au regard du désengagement de l'État et du fait qu'elle se retrouve aujourd'hui seule en France à disposer à la fois d'une expérience et d'une vraie expertise sur la mise en pratique des services urbains. Alors, leur défi pour l'avenir, c'est d'augmenter encore le niveau des qualités auxquelles elles sont parvenues, et c'est l'objectif que nous devons nous fixer tous ensemble pour demain. Merci. Bon, comme on le voit, manifestement, un atelier qui a été très riche, et vous aurez un résumé de ces débats-là disponible sur le site internet de la CUF très prochainement. Je vais remercier Eugène Caselli
Et pendant qu'on va regarder un film de Bernard Cazeneuve qui va nous parler de ce même sujet des grands services publics, comment ça se passe à Cherbourg, je vais tout de suite demander à Michel Delbar et André Rossineau de nous rejoindre, les deux communautés urbaines pionnières en matière de développement durable, elles en faisaient avant que le mot même existe, qui vont venir échanger avec nous sur les enjeux en matière d'habitat, d'urbanisme, de planification après le Grenelle. On lance le film de la communauté urbaine de Cherbourg. Et Gilles Rottière... Créée en 1970 et comptant aujourd'hui plus de 90 000 habitants, la communauté urbaine de Cherbourg possède une forte tradition en matière de régie. En effet, à l'exception des transports urbains, ce sont tous les services qui sont aujourd'hui en régie directe. Cela concerne aussi bien l'aménagement de l'espace et du cadre de vie, avec l'urbanisme, le logement, la voirie, mais aussi l'environnement, avec le ramassage des ordures ménagères et leur traitement, la pollution de l'air et le nettoiement. Jusqu'en 2005, le cas de la compétence eau-assainissement était plus complexe. En effet, le régime de gestion était mixte sur la communauté urbaine. La régie directe concernant un peu moins de la moitié des habitants, tandis que c'est une délégation à la Compagnie Générale des Eaux qui assurait la production et la distribution d'eau potable pour Cherbourg et Octeville. Le contrat d'affermage de CGE arrivant à terme fin 2004, c'est un choix politique qui a conduit au passage total en régie. Cette décision a été facilitée par le fait que les compétences et l'expertise nécessaires à un domaine aussi sensible que celui du cycle de l'eau étaient déjà disponibles en interne au sein de la communauté urbaine. Aujourd'hui, nous avons beaucoup gagné en performance d'abord, puisque la régie s'est accompagnée de la mise en place d'indicateurs de performance qui permettent, sur la qualité de l'eau, sur les conditions dans lesquelles le service public est rendu à l'usager, sur les conditions aussi dans lesquelles la facturation s'effectue, tout cela a beaucoup progressé. Nous avons également pu diminuer le prix de l'eau de façon assez significative, notamment entre 2005 et 2008, puisque une partie des gains engendrés par la mise en régie ont été systématiquement réinvestis dans les équipements de manière à permettre leur modernisation ou dans la diminution du prix de l'eau au bénéfice des usagers. Parmi les investissements rendus possibles par le passage en régie totale, on peut citer notamment la construction d'une usine de production d'une capacité de 26 000 m3 d'eau par jour et dont le coût de 35 millions d'euros, élevé si on le ramène à la taille de la communauté urbaine de Cherbourg, a pu être absorbé sans augmentation de prix. Autre projet d'envergure, celui de la réalisation d'une station d'épuration, dont les travaux s'achèveront à l'automne 2012. D'un coût estimé de 45 millions d'euros, cette nouvelle station d'épuration pourra traiter les eaux usées de 150 000 habitants. Elle pourra répondre à des contraintes aussi exigeantes que celle de maintenir la qualité des eaux de la plus grande rade artificielle d'Europe, classée zone sensible, et d'améliorer par exemple le traitement des odeurs. Elle a en outre été orientée vers le développement durable, avec notamment la capacité à convertir les biogaz en électricité. Mais la gestion en interne de l'intégralité du cycle de l'eau a permis aussi de conforter et de développer, au sein de la communauté urbaine, les compétences afin de répondre aux exigences sanitaires et environnementales les plus strictes. Donc la direction du cycle de l'eau de la communauté urbaine de Cherbourg, c'est 109 agents pour à peu près 90 000 habitants. Les compétences de la collectivité sont la production d'eau potable, la distribution, la relève et facturation des compteurs pour ce qui concerne l'eau potable. Concernant l'assainissement, nous assurons donc en régie directe la collecte des eaux usées, le traitement des eaux usées et également la gestion des eaux pluviales et la lutte contre les inondations. Cette question du choix du mode de gestion de l'eau, mais cela concerne aussi tous les services, ne doit pas être considérée de manière dogmatique sous l'angle du tout régie ou du tout délégation. Ce sont des indicateurs de performance qui doivent permettre à la communauté de prendre ses décisions pour garantir la qualité des services aux usagers, mais aussi la maîtrise des coûts. Or, dans ce domaine, le passage en régie a cet avantage que la plupart des paramètres relèvent de la collectivité. Le retour d'expérience pour la communauté urbaine, c'est que nous avons certes des frais de personnel un peu plus importants que ceux des autres communautés urbaines, mais les sommes que nous mobilisons pour l'équilibre des délégations de services publics sont moindres et finalement, lorsqu'on consolide l'ensemble de ces aspects, on se rend compte qu'il y a une meilleure allocation de l'argent public aux objectifs que nous poursuivons en matière de qualité des services publics communautaires. Voilà. Bien, avant de passer à la séquence suivante, peut-être un petit commentaire pour
notamment les journalistes qui seraient dans la salle. Il ne s'agit pas ici de passer un message, vous l'avez bien compris, passage en régie ou DSP. On constate dans beaucoup de nos communautés urbaines, en fait, que ce débat, il a lieu, y compris au sein même du territoire. Mettre en coopétition, en concurrence sur des indicateurs de performance, à la fois des compétences internalisées et des compétences nécessaires à l'extérieur, semble être un modèle qui se développe de plus en plus. Je vais passer tout de suite la parole à Gilles Rottière, qui avait, lui, également la charge de l'animation d'un atelier hier, qui était consacré donc aux conséquences, que peut-on dire aujourd'hui sur l'habitat et l'urbanisme après le Grenelle 2, les nouveaux documents de planification, et on en débattra tout à l'heure. Monsieur Rottière. Bien, bonjour. Donc l'atelier était assez complet, une salle pleine, pour une fois, c'est bien, sur l'urbanisme et l'habitat. Donc on a examiné les suites à donner à la loi Engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010. Cette loi s'impose à nous tous. Le point de départ était d'avoir une meilleure protection de l'environnement et la nécessité pour l'environnement de nos territoires d'avoir une échelle non plus communale, mais une échelle intercommunale. Donc les PLU maintenant devront être des PLU à l'échelle intercommunale complète. Et si vous n'avez pas engagé de révision du PLU, il est trop tard parce que tout doit être achevé avant le 1er janvier ou 1er juillet 2013. Donc vous n'avez plus le temps de le faire. Et donc il faut que vous mettiez tous dans la perspective d'avoir un PLU unique sur l'ensemble de la communauté. Et si vous traînez de trop, eh bien, au juillet 2016, vous devrez grenelliser vos documents de telle façon que tout ceci soit compatible avec cette loi dite Grenelle 2. Non seulement il y a l'environnement, c'était le point de départ, mais le législateur a donc introduit la nécessité d'intégrer dans le document d'urbanisme le programme local de l'habitat et le plan de déplacement urbain. Ce qui nous fait dire parfois que ce n'est plus c'est un seul document qui en remplace deux, voire qui en remplace trois. Personnellement, j'ajouterais bien l'urbanisme commercial, même si l'urbanisme commercial dont la loi a été arrêtée est plutôt à l'échelle du SCOT, il n'empêche qu'il doit y avoir une déclinaison dans le PLU de la communauté. Je pense qu'on en rediscutera au Congrès des maires jeudi prochain. Donc, c'est pas simplement l'environnement, c'est aussi l'habitat, c'est aussi le déplacement, voire le commerce, et même on parle de la publicité. Le règlement de publicité qui, il faut bien le dire, est un petit peu en panne et qui pourrait être un règlement de publicité intercommunal. Donc je crois que l'ambiance générale, c'est de se dire on est d'accord pour intégrer l'ensemble des stratégies en la matière dans un document qui doit être unique et que l'on ait bien une synthèse de l'ensemble de ces documents. Mais il faut quand même revenir à ce qu'est un PLU. PLU unique sur l'agglomération, c'est d'avoir un outil de programmation, un outil de planification, et quelques questions se posent d'ailleurs sur la durée de ces documents. En ce qui concerne le PLH, il était d'une durée de 6 ans avec un bilan en mi-mandat tous les 3 ans. En ce qui concerne le PDU, c'était une durée de 10 ans. En ce qui concerne le PLU, il n'y a pas de durée. Donc là, il y a des points qui méritent d'être précisés. Donc, d'autre part, le PLU, évidemment, et tous les documents d'urbanisme sont soumis en enquête publique. Le PDU aussi, pas le PLH. Le PLH est soumis à un avis du comité régional de l'habitat. Donc là, quand on intègre le PLH dans le document d'urbanisme, c'est alors que le PLH sera soumis à enquête publique. C'est sans doute pas plus mal. Enfin, c'est, je crois, le sentiment assez partagé de l'ensemble des participants que de soumettre la politique de l'habitat à l'opinion publique et d'avoir un avis sur le volume de construction, sur les différentes natures d'occupation, une répartition territoriale des logements. C'est une fois une bonne chose que de mettre ceci au débat public.
Donc là, nous avons ensuite examiné comment ce PLH, puisque c'était essentiellement sur l'habitat et le document d'urbanisme, comment ce PLH s'intègre dans un document d'urbanisme qui est quand même assez formaté. On a un rapport de présentation qui est opposable et donc qui est susceptible de recours. On a un PADD. Là, dans le PADD, c'est là où on peut exposer nos stratégies. Donc, exposer les stratégies d'aménagement du territoire, donc de l'habitat, donc du déplacement, donc de la vie sociale, de la vie complète de nos territoires. Celui-ci n'est pas opposable. Par contre, le nouveau document PLU unique introduit des orientations d'aménagement et de programmation. Alors, on a tous dans nos PLH, certains en sont à la 4e ou 5e version des PLH. 6e, dit André Rossineau. Donc, on a maintenant, avec l'habitude, la connaissance des territoires, des idées sur à quel moment on va pouvoir sortir telle opération. On doit pouvoir indiquer que telle parcelle, tel ensemble, eh bien, on envisage tel type de procédure et on va le sortir en 2013-2014 avec un nombre de logements que l'on peut annoncer, avec des livraisons que l'on peut annoncer. Mais attention, les orientations d'aménagement et de programmation sont opposables et sont susceptibles de recours, ce qui nous pose un certain nombre de problèmes. Et puis, on a un règlement d'urbanisme, c'est bien le rôle quand même d'un PLU d'avoir un règlement. Sans doute que nos règlements dans les PLU sont trop précis. Le débat de l'année sur l'urbanisme de projet, mené par le secrétaire d'État Benoît Apparu, montre bien qu'on doit pouvoir produire de l'aménagement, produire du logement, produire des équipements publics, produire de l'activité économique, sans avoir autant de règles aussi précises. Avec des secteurs de projet, peut-être, mais des secteurs de projet qui doivent quand même être soumis au débat public. C'est là un peu la nuance que nous faisons aujourd'hui. Mais attention, à partir du moment où il y a une enquête publique, il faut que nous soyons en mesure de respecter ce qui a été soumis à l'enquête publique. Et à ce moment-là, si nous ne respectons pas ce qui est mis dans le document quant au calendrier ou quant au volume de logement, parce qu'il y a des recours, parce qu'on n'arrive pas à acquérir les terrains, il faut mettre une DUP. Ça, c'est des retards que l'on ne peut pas forcément toujours prévoir. Mais il y a aussi l'inverse. Vous savez bien qu'il y a des propriétaires qui... parfois ne veulent pas vendre, et puis il en suffit d'un qui commence à vendre, et puis tout le monde se met à vendre dans le même secteur, et puis tout sort. Tout sort plutôt que prévu. Est-ce que ceci est opposable ? Non, ça ne doit pas l'être. Donc on a aujourd'hui dans la technique une difficulté à voir ce que l'on met dans l'orientation d'aménagement et de programmation. Nous, dans nos têtes, c'est simple, mais ensuite, au niveau des juristes et des juges, ça risque d'être moins simple. Enfin, en ce qui concerne le document programme local de l'habitat, il y a bien des choses que l'on ne va pas retrouver dans un PLU unique. Parce que, bien sûr, le nombre de logements, la typologie des logements, les statuts d'occupants, ça, on peut, si on le veut, être un peu précis, pas trop peut-être, compte tenu de ce que je viens de dire, mais il y a des choses qui ne s'y retrouvent pas. La réhabilitation, la restructuration, ceci, ça ne se traduit pas dans un PLU, mais ça doit exister dans un programme de l'habitat. D'autre part, on a dans tous les PLH un certain nombre de dispositions vis-à-vis de populations spécifiques, les jeunes, les personnes âgées, les gens du voyage, et ainsi de suite. Donc, ça n'a pas de traduction réglementaire spatiale. Donc il nous faudra quelque chose à côté. Enfin, quelque chose de plus sensible. Nous avons aujourd'hui des financements sur le logement qui sont pour le moins incertains. D'une année à l'autre, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Maintenant, c'est peut-être même en cours d'année.
Est-ce que les financements de l'État sont assurés pour les années qui viennent? On ne croit pas. Est-ce que les organismes vont pouvoir mobiliser autant de fonds propres que ce qu'ils font actuellement? S'ils sont prélevés par ailleurs, la question leur est posée. Action Logement, je ne sais plus ce qu'il peut avoir comme source de financement pour intervenir. Donc, dire que l'on va sortir sur tel espace tant de logements, c'est pas sûr si on n'a pas le financement. Enfin, dans un PLH, on doit avoir un observatoire. On doit avoir aussi des dispositions sur le foncier. Ça, on peut le retrouver dans un PLU, mais attention, un certain nombre d'entre nous se sont fait piéger. Quand on annonce trop facilement dans le PLU que l'on va urbaniser avec telle règle, le prix du foncier monte. Donc c'est se tirer une balle dans le pied. Donc il faut que l'on puisse avoir une stratégie foncière qui soit affirmée et pas forcément déclinée en détail dans le PLU unique. Donc voilà un peu quelles sont les questions qui se posent quand, notamment sur la stratégie de l'habitat, on doit l'intégrer dans le PLU unique. Ce qu'il est vraisemblable, c'est qu'un certain nombre de choses seront bien rédigées dans le PLU, mais que ça ne nous dispense pas, à côté, d'avoir un document qui fasse l'ensemble de la problématique de l'habitat avec une déclinaison sur tous les aspects qu'on connaît actuellement en matière d'habitat. D'ailleurs, ça se fait en termes d'urbanisme. On a bien des cahiers de prescription dans un certain cas qui ne sont pas intégrés dans le PLU. Voilà quelles sont les dispositions dans lesquelles les premières communautés urbaines qui sont engagées nous ont relaté leurs premières difficultés. Je crois que tout le monde est volontaire pour avoir un document stratégique et je crois que ce débat actuellement sur la mise en forme, eh bien, on est tous prêts à le suivre de très près.